À Virage cette semaine, nous avons en studio le Mazda CX-50 version hybride. On va aussi parler du salon de l'autosport. En chronique, on se déplace chez Aime le mieux et on poursuit nos chroniques avec Desharnais et Silver Wax. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. À l'émission avec moi aujourd'hui, Jacques, bienvenue. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Jacques, nous avons avec nous le CX-50 version hybride de Mazda, un tout nouveau véhicule. On a fait l'essai ensemble de ce véhicule pour la première fois. Évidemment, c'est intéressant parce que du côté de chez Toyota, on a décidé de travailler avec notre partenaire. Donc Mazda et Toyota assemblent RAV4 et CX-50 dans la même usine. Et on a décidé, parce que le système de Toyota est vraiment éprouvé depuis des années. Alors, chez Mazda, on a dit pourquoi pas utiliser ce système hybride et le placer dans notre véhicule. Et ça donne un mariage fort intéressant. Oui, absolument. Alors, c'est fabriqué en Alabama. On sait que l'usine là-bas est partagée, justement, comme tu disais, avec Toyota. Et l'usine fabrique, justement, soit les RAV4 ou soit le CX-50. Et c'est une surprise parce qu'on savait que le CX-50 était bien situé, puis CX-5, CX-50, CX-70. Alors, CX-50 était là. Il n'y avait rien d'hybride ou quoi que ce soit. Et tout à coup, Mazda sont arrivés avec cette nouvelle-là pour nous présenter le véhicule comme on a ici. Moi, j'ai été surpris de rouler à bord du véhicule parce que le fait de monter une mécanique de Toyota dans ces véhicules-là, alors, ils ont dû changer des choses, certains, pour être capables de l'adapter, même si ça se ressemble beaucoup. C'est des moteurs 4 cylindres, etc., 2,5 litres, avec un système hybride qu'il y a directement chez Toyota. Ils ont pris le système au complet, incluant la transmission, et ça a tout été installé là dans le compartiment moteur de la Mazda. Et personnellement, je trouve que ça fait un Toyota là, d'une maudite belle qualité, parce que la carrosserie, qu'on le veuille ou pas, du CX-50 est une belle carrosserie, bien faite, bien solide, et avec une mécanique semblable, ça a permis justement d'aller chercher un peu plus d'économie, ce qu'on ne retrouverait pas, par exemple, avec le moteur de l'X50 régulier. Oui. Alors, c'est un véhicule qui développe 219 chevaux, 183 livres pieds cubes de couple. Ça se traîne correctement, sans plus. C'est un véhicule qui est couplé à la transmission de Toyota, là, qui est une transmission en courroie, une vitesse. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus désagréable, parce que dans Toyota, déjà, il est grogneux. Déjà, on l'entend entrer beaucoup dans la cabine. Moi, je pense qu'on aurait eu avantage, en sachant que le Toyota était grogneux, de mettre un isolant, si on veut, dans le pare-feu. Là, on appelle ça le firewall en anglais, pour l'isoler davantage. Parce que c'est un système qui fait que quand tu roules sur la route, tu roules sur, exemple, à 110 km/h, tu es derrière un véhicule, il y a des gens qui veulent te dépasser. Et là, c'est dépassé, tu viens pour prendre ta voie, jeter sur le régulateur de vitesse. Lui, le moteur veut te ramener immédiatement à ta vitesse, mettons 110 km/h. Alors, le moteur se met à grogner et tu l'entends vraiment assez fort à l'intérieur. La même chose qu'on voit sur n'importe quel véhicule qui est hybride. Il y en a peut-être d'autres un petit peu plus silencieux. Alors, une économie qui fait... On vend un véhicule pour 6,2. Je suis obligé de dire qu'on est descendu très près de ça. Mais en général, au niveau de rouler en ville, on est à 8,5, c'est ce que ça fait pour être confortable et pour être honnête avec les gens. C'est un véhicule agréable, c'est une caisse qui est solide, c'est un véhicule qui est bien solide. Parce qu'on sait que Mazda, là, depuis déjà quelques années, travaille beaucoup plus sur le look, le plaisir, le véhicule plus haut de gamme. Alors, c'est des véhicules qui sont vraiment bien construits. Belle ligne, des bons sièges, bel intérieur, tableau de bord qui est bien dégagé, l'écran qui est
positionné correct. Moi, je trouve que ça a permis de faire un mot-à-dit beau véhicule. Ben oui, c'est un beau véhicule, d'autant plus qu'on a la couleur d'exception ici à l'intérieur, le blanc. C'est le seul qui est partagé. C'est la seule couleur qui est partagée aussi avec Toyota. Le reste, c'est uniquement du côté de la mécanique. Mais là où ce véhicule-là se démarque, parce que tu dis, pourquoi qu'on fait ça? Tu sais, deux véhicules à peu près pareils, tu as la même mécanique, tu as la même affaire, deux marques différentes, bien, ça permet d'abord à Mazda de pouvoir réduire sa consommation de carburant, ce qu'on en a besoin du côté de chez Mazda, avec l'électrification additionnelle. Puis aussi, c'est un véhicule qui a un style complètement différent. Donc, si tu aimes le style de ce véhicule-là, qui est plus un peu voiture, l'intérieur aussi, que du côté de chez Mazda, c'est plus chic. Les finitions beaucoup plus chic, tandis que chez Toyota, le RAV4, c'est plus un peu style camion. Fait que si t'aimes plus voiture plus luxueuse ou si t'aimes plus camion, tu peux aller chez un ou l'autre des fabricants et potentiellement, la carrosserie est vraiment bonne du côté de chez Mazda. On a tellement on a tellement été traumatisés par l'épisode de rouille que là, on est complètement passé de l'autre côté. Et là, on est dans les meilleurs de l'industrie de ce côté-là. Alors ça, c'est un autre bon point. Le comportement en arrière, en avant, c'est un peu différent aussi. Donc, il faut s'asseoir, il faut aller essayer un ou l'autre des véhicules pour savoir lequel qui nous plaît le plus. Puis le système est très efficace. Puis quand tu roules sur la route, on dirait qu'il va un petit peu plus du côté de l'électricité. Donc, ça, c'est bien fait aussi. Puis c'est un reproche qui est maintenant corrigé. Oui. Bien, c'est un véhicule, il y a des roues de 19 pouces sur le véhicule qu'il y a ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a aussi dans le modèle de base. On peut avoir aussi un modèle hybride dans un modèle dans le GS, quelque chose, là, une autre lettre au bout. Remorqueur 1500 livres. Au niveau du coffre, c'est un coffre qui est fait plutôt carré, qui a une bonne facilité de monter à bord. Traction intégrale, une chose que j'aime beaucoup, facilité de stationner dans les exemples, dans la ville ou dans les souterrains, stationnements souterrains. Très agréable. Très agréable. Merci, Jacques. Merci. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on se déplace chez Desharnais Pneus Mécaniques. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Super bien. Alors aujourd'hui, très intéressant, on va parler de nouveautés, des nouveaux produits dans le marché. Il y a des années que c'est plus tranquille. Cette année, ça a bougé un petit peu plus. C'est une bonne. Puis avant de parler des pneus directement, des nouveautés, est-ce qu'il y a des nouveautés technologiques dans les pneus? Des fois, on voit arriver de la mousse dans les pneus. On a vu arriver des coquilles de noix pour les pneus d'hiver. On a vu arriver toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des nouvelles recettes, des nouveaux matériaux utilisés ou quelque chose du genre? C'est sûr que l'environnement est à tête d'affiche présentement. Fait qu'on travaille beaucoup au niveau des mélanges, les huiles qu'on va utiliser. Mais les compagnies se sont beaucoup standardisées, si on pourrait dire, dans ce niveau-là. Donc, c'est assez... toutes les grandes compagnies vont travailler au niveau de l'environnement pour avoir un produit le plus écologique possible. Ça continue de progresser, mais on en voit encore. Une autre des tendances qu'on va voir dans le marché, c'est que les compagnies vont fabriquer des pneus ultra haute performance, mais qu'on va appeler 4 saisons, pour essayer d'aller chercher une meilleure durabilité. Parce qu'on le sait, on le voit, les grandeurs de pneus surdimensionnés, les profils très bas, les pneus qui n'ont pas beaucoup de flancs, là, comme on peut dire, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on essaie de trouver une solution pour que les clients soient capables de faire un peu plus de kilométrage. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. On va en parler d'ailleurs de nouveautés. Ben oui, c'est ça. Parle-nous-en de ces fameuses nouveautés. Les fabricants ont travaillé fort cette année. Effectivement, on voit, exemple pour Michelin, on s'entend Michelin, BF Goodrich, Uniroyal, c'est tout sur le même chapeau, c'est la même compagnie. Plusieurs beaux lancements chez Michelin cette année. On a le G-Force, le Phenom. C'est un produit
Ça va te rappeler des souvenirs, Daniel, peut-être, mais quand on venait modifier nos véhicules, surbaisser des véhicules pour avoir un produit sport quand même très adhérent, sportif, le Phenom, là, il ressemble un peu à ce produit-là. Par contre, on va appliquer ça petit véhicule, compact, sous-compact, qui a beaucoup de puissance, que les gens vont aller chercher, veulent aller chercher bonne sensation de conduite. Conduite sportive. Excellent produit cette année. Un bon remplacement pour son prédécesseur. C'était plus difficile à vendre. Ça, c'est vraiment un très, très beau produit. Si on reste dans la catégorie de Michelin, Uniroyal et BF Goodrich, on va se transférer un peu plus au niveau du camion, de la camionnette. Ils vont arriver avec un Defender LTX Platinum. On s'entend, le nom parle déjà. Du haut de gamme. C'est du très haut de gamme. Bien, on le voit un peu là, dans les lamelles et de la façon que c'est fait. Les gens qui tirent, les gens qui ont des roulottes, qui vont charger, vont avoir besoin de quelque chose d'un peu plus robuste, mais avec une douceur de roulement. On s'entend à Michelin, le critère numéro 1 de Michelin, pourquoi il est reconnu, c'est sa douceur de roulement. Mais le Defender LTX Platinum ne fait pas exception à la règle. Très, très beau produit. L'année passée, c'était son année de sortie, si on peut dire, mais il n'y avait pas de disponibilité. Cette année, on en a en inventaire. Très beau produit. Pas pour tous les budgets, mais vraiment intéressant. OK. Autres produits. Les autres produits qu'on va regarder, si on regarde dans la catégorie des all-terrain, on s'entend, on a toujours parlé, si je vous parle de KO2, de BF Goodrich ou de Duratrac, tout le monde connaît ça. Mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent s'immiscer, beaucoup de joueurs qui embarquent dans la danse. Là. De plus en plus, Bridgestone fait partie du lot avec le Dueler Ascend AT. Beau produit, puis vous allez remarquer que la façon qu'ils l'ont travaillé, c'est beaucoup d'ouverture au niveau du centre, donc très belle traction, mais avec un épaulement beaucoup plus fermé. La raison est simple, c'est que majoritairement, on va rouler un très haut pourcentage sur des chaussées asphaltées. Donc, bonne douceur de roulement, mais quand on arrive dans des endroits un peu plus, soit la gravelle, soit un camp de pêche ou peu importe, mais ce produit-là va vous donner quand même une très belle traction, un peu plus robuste. Même chose pour le produit derrière nous, qui est le Yokohama, nouveauté qui viennent de lancer, le AT4 ou le G018. Les noms chez Yokohama, c'est pas leur force, mais les produits sont très bons. OK. Non, sincèrement, ils ont fait un peu, puis quand on va prendre le temps de regarder le produit en détail, ils ont fait un peu le même principe que le Dueler Ascend AT. Encore une fois, un épaulement un peu plus serré avec beaucoup d'ouverture au centre. Sincèrement, dans les catégories AT, parce que Nokian, si vous vous souvenez, l'année passée, on a lancé le Outpost NAT, qu'on parlera dans une future chronique. Il y a du trafic. Pour de vrai, là, dans le AT, ça vaut la peine de vous informer. On a beaucoup de produits, des produits de qualité. C'est vraiment un beau créneau qui, de plus en plus, on en vend à cause de la conception. Comment c'est fait, meilleure douceur de roulement. Souvent, les AT, les gens avaient peur de rouler ça parce que c'était trop bruyant sur chaussée asphaltée. Maintenant, on a des produits qui peuvent bien répondre aux demandes. Est-ce qu'il y a une dernière nouveauté? Effectivement, on a parlé dans une chronique ultérieure du Surpass Nokian avec le Surpass AS01. Sincèrement, Nokian ont passé 2 ans sans avoir de produit ultra haute performance. Okay. Reviennent avec ce produit-là, avec des flancs en aramide, donc beaucoup plus solide pour les impacts, moins de chances de faire des petites ballons dans les flancs. On le sait, des fois, ça fait ça quand on frappe un bon nid de poule. Produit construit entièrement en Finlande aussi. On va le voir, ils ont mis une petite veste par balle sur le côté pour dire que le flanc est très, très solide. Okay. Beau produit avec un positionnement qui est vraiment incroyable. Ça mérite là, de vérifier pour ce produit-là. Derrière nous, on a le Firerox AS V2 aussi. Deuxième vie, encore une fois. Okay. Comme j'expliquais tantôt, Bridgestone et Firestone sous le même chapeau. C'est la même compagnie. Okay. Fait que souvent, un produit qui a passe d'une compagnie à l'autre. Oui. Dans le haut de gamme, Bridgestone, il a connu beaucoup de succès. Bien, ils vont reprendre ce produit-là, puis ils vont continuer à l'exploiter, mais dans le Firestone, qui est le produit de deuxième tiers, si on avec peut dire. Un petit rabais, si on peut dire? Un 15-20 Des fois, c'est intéressant. C'est un produit qui a un dessin de semelle qui sort de l'ordinaire, mais ça mérite d'être essayé. Sincèrement, okay. Daniel, pour l'avoir déjà essayé, ce produit-là, quand il portait le nom de Bridgestone, très, très intéressant, très beau produit. Tu ne m'as pas parlé de voiture électrique, Danny, dans les nouveautés, mais les fabricants travaillent pour la voiture électrique quand même, qui prend pas de plus en plus de place dans l'industrie. Oui, tu as raison, Daniel. Puis sûrement que tu te souviens, on a déjà parlé dans une chronique dans le passé de dire
Est-ce que les fabricants vont opter pour appeler le pneu, mettons, véhicule électrique? Exemple, le Tourenza EV ou le E-Range Ceylon. Le Ceylon en a un EV. Je te dirais maintenant que oui. Okay. Il y a Michelin qui fait un peu bande à part, si on peut dire, qui garde sa ligne de conduite en disant tous nos produits font sur le véhicule électrique, mais un très haut pourcentage des fabricants présentement vont faire des produits pour les véhicules électriques, construire le produit, puis ils vont travailler surtout au niveau de la densité du caoutchouc, la dureté, si on peut dire, là, pour que les gens nous comprennent bien. Pourquoi? Essayer de donner du millage, sans trop compromettre le côté confort, sans trop compromettre le côté adhérence. Fait que les compagnies travaillent fort avec ça, que ce soit Bridgestone vient d'en lancer un cette année, on a Yokohama qui vient d'en lancer un aussi, beaucoup de produits, Pirelli en ont. Je dirais la très, très grande majorité des compagnies se spécialisent de plus en plus. Et se spécialiser, ça veut-tu dire qu'on va gagner du kilométrage parce qu'on sait que le poids vient un peu amputer le kilométrage sur les pneus des voitures électriques? On va gagner du kilométrage? Oui, effectivement. Comme c'est des véhicules qui ont énormément de couple, c'est ça qui est dur sur l'usure des pneus. Là, on voit, on en met des pneus en test, on en vend quelques-uns chez Desharnais dans une année des pneus, puis on voit des clients qui reviennent. Puis, sincèrement, pour avoir vu des clients revenir avec leur même véhicule, faire des tests de pneus, on le voit que ça fonctionne. Puis on va chercher, j'aurais de la misère à mettre un pourcentage fixe, mais je vais vous donner un exemple. Yokohama a un produit qui est le même dessin de semelle avec le Sport AS+. Ils l'ont dans le EV. Le EV fait plus de kilométrage. On va le chercher facilement un 10 à 15 de plus. Bon, il y a ça. Dans les extrêmes, Danny, rapidement, j'ai vu du 24 pouces là, sur un Denali EV. Là, là, on commence à être dans les extrêmes. Là. Effectivement. Puis malgré toute la qualité de construction pour ces choses-là. Ce qui est dur au niveau de l'usure, c'est le couple, on en a parlé tantôt, mais l'épaisseur du flanc. Plus un flanc est étroit, plus on va venir stresser le caoutchouc de surface qui est en contact avec le sol, parce qu'il n'y a pas de torsion possible. Fait qu'on se comprend bien, poids du véhicule, les claques larges comme ça, beaucoup de contact, beaucoup de surface de contact au sol, ça donne pas tout le temps des bons résultats. Petit conseil d'amis, faites vérifier votre alignement plus qu'une fois par année. Est-ce qu'on doit faire aussi vérifier les prix de remplacement de nos pneus avant d'acheter le véhicule? Oui. Ça peut être un bon conseil avec du 24 pouces. Là. C'est souvent nous autres qui donnent cette mauvaise nouvelle-là aux clients. C'est rarement le concessionnaire qui va dire « Préparez-vous quand vous allez acheter des pneus ». C'est souvent nous autres qui annoncent cette nouvelle-là chez Desharnais. Merci beaucoup, Danny. On se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Présentement chez Aime le mieux, je suis en compagnie de Jonathan Savard, adjoint aux opérations ici. Salut, Jonathan. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de ton système de gestion automatisé fort intéressant. En arrière, on dirait des coffres d'outils, mais c'est pas tout à fait ça. Mais avant de nous rappeler qui vous êtes, Aime le mieux. Oui, alors Aime le mieux, compagnie québécoise, distributeur industriel ici dans la région depuis plus de 72 ans déjà. Donc, on touche à tout, le parapluie global d'une entreprise, tout ce qu'ils ont besoin comme consommable. Tout ce qui touche les abrasifs, la boulonnerie, les adhésifs, l'usinage, les équipements de sécurité. Donc, tout ça, de A à Z, on peut vous équiper au complet. Mais aujourd'hui... Oui, on va parler de ton système exact. de gestion. Parce que ça rend service à bien des gens dans bien des domaines. Explique-nous un peu, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez développé? Parce que ça va venir en aide à bien des ateliers. Oui, en fait, le nerf de la guerre de la gestion de l'inventaire, c'est toujours combien ça me coûte gérer ça à l'interne. Est-ce que je suis efficace? Est-ce que j'ai des manques? Est-ce que, finalement, l'achat, j'ai perdu 2 heures aujourd'hui parce qu'il manquait quelque chose pour que les gars travaillent? C'est un peu ça. On part de la prémisse qu'on veut aider nos clients avec ça. Donc, on a développé une panoplie de systèmes de gestion automatisée pour aider la clientèle à gérer ça puis leur enlever ça sur les épaules. Dans le fond, là, on le prend de notre côté en automatisant chez le client. Généralement, il n'y a pas beaucoup de frais de reliés à ça. On s'engage, on prend des ententes avec les clients pour dire « Bon, mais le matériel va venir de chez nous. En échange, on vous équipe d'un équipement de gestion. » Vous gérez de l'inventaire, puis souvent, c'est beaucoup d'inventaire, beaucoup de petites pièces, des petits boulons. Il y en a énormément à gérer. Et là, on peut perdre notre latin, là, puis on peut perdre le suivi. Exact. Donc, vous gérez l'inventaire, vous vous assurez qu'on n'en manque jamais.
Donc, le travail n'arrête pas. C'est un peu ce que je comprends. C'est ça. Dans le fond... Puis ça peut aller jusqu'à vous-même, vous allez remplir les tablettes. Oui, en fait, l'offre peut prendre plusieurs formes, plusieurs niveaux, si on veut, d'implication de la part du client ou de nous autres. Mais si on prend la forme la plus complète, c'est-à-dire que là, on est en intégration totale chez le client, mais à ce moment-là, le client n'a plus à gérer ces morceaux-là du tout. Nous, on prend en charge au complet. Les commandes sont envoyées sur des systèmes cloud, tout dépendant de l'équipement qu'on choisit. La commande s'envoie ici. Il y a quelqu'un qui va la traiter automatiquement la journée que c'est prévu pour ça. Le stock est préparé ici en arrière. On achemine tout ça chez monsieur et madame client. On remplit l'inventaire de qu'est-ce qui était dû dans les différents systèmes. Puis, on s'en va. That's it. Donc, c'est clé en main. Le client a toujours son matériel à la semaine, 24/24, disponible sur le plancher pour les gars. On sauve du temps, on sauve de la chicane à l'interne. Pourquoi tu n'as pas commandé telle pièce? Non, c'est toi. Non, c'est à toi. Tout ça fait de façon automatique. Et là, je vois qu'il y a différentes façons aussi d'aller chercher son appareil. Oui, en fait, donc, son système de gestion, c'est ça. en a différents types. Oui, en fait, on part toujours de qu'est-ce qu'on veut gérer. Donc, il y a des systèmes qui vont être plus performants pour gérer différentes sortes de pièces que d'autres, que ce soit des gros morceaux, des plus petits morceaux. Donc, on a des coffres ici derrière nous qui vont être beaucoup plus au niveau de la sécurité très élevé. Donc, ça prend l'empreinte digitale pour s'identifier à la machine. Le tiroir, on a seulement accès au tiroir dans lequel est l'item. Puis en plus, dans le tiroir, chaque bin, donc chaque espace ou emplacement, est fermé par un clapet, puis c'est juste celui-là qui ouvre. Donc là, on est dans le ultra sécuritaire. Là, Jonathan, ce que je comprends, vous ne gérez pas seulement l'inventaire, vous gérez aussi les personnes qui ont accès à de l'inventaire. Donc, il peut y avoir des gens qui ont des accès limités. Oui. À certaines pièces ou à certaines composantes. Exact. Donc, on est capable de savoir qui a pris quoi, quand, avoir des rapports générés soit manuellement ou automatiquement d'à peu près tout ce qu'on veut savoir sur la consommation de notre plancher, de notre shop, de notre garage, peu importe. On est capable d'avoir ça en temps réel, automatisé. On est capable, effectivement, comme tu as dit, de contrôler, de savoir un utilisateur n'a pas le droit de plus que tant par semaine, mais surtout, on évite le gaspillage. Combien de fois ça va arriver qu'une paire de gants qui serait encore bonne s'est ramassée aux poubelles, puis là, finalement, on en reprend une autre. Bien là, on est capable de savoir, de contrôler notre stock, de s'assurer que nos utilisateurs, donc nos employés, ils ont une conscience un peu plus parce que là, ils vont mettre leur nom sur une transaction à ce moment-là. Exactement. Puis être conscientisé également de qu'est-ce qu'ils consomment. C'est ça. Ça peut être intéressant. Puis ça prend différentes formes. Tu nous as parlé de celui de James Bond, là. Ça, c'est... Exact. C'est incroyable. Donc ça, c'est comme le plus sécurisé qu'on peut avoir. Ensuite de ça, il y a des systèmes un petit peu comme on voit un peu plus genre de nous. distributrice. Oui, exact. Donc on a des systèmes comme ça qui fonctionnent avec des balances. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin non plus d'entrer la quantité de stock qu'on a pris. On pige tout simplement. Donc on s'identifie, on choisit notre case qu'on veut utiliser. On va prendre le stock, ça peut être au vrac, donc je pige une poignée. La machine, elle sait que c'est des balances, donc elle va calculer automatiquement. Joe, t'as pris 25 petits Roloc grain 60. C'est parti, je pars avec ça, c'est réglé. On a des combinés, comme derrière toi, donc on a une section vraie, donc machine à chip conventionnelle, mais adaptée pour la distribution de stock en usine ou en atelier. Puis en bas, bien, c'est le combo. Donc ici, on n'a pas de balance, on doit entrer la quantité qu'on a de besoin. Puis une des plus intéressantes pour la gestion de pièces, plus en vrac. Ici, on n'a pas de sécurité du tout. Donc, c'est un système libre-service, mais où est-ce que c'est un Kanban? Un contrôle. Oui, c'est un Kanban, c'est que là, je vais gérer seulement l'inventaire. Donc, je sais pas qui a pris quoi. Donc, c'est-tu Daniel, c'est-tu Joe qui a vidé mon bac? C'est pas grave, le but, c'est juste de ne pas en manquer. Sécuriser ce qu'on a, puis s'assurer que je prends le bac qui est vide, je le mets sur la tablette, il y a une lecture qui est faite en temps réel, puis ici, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, quelqu'un reçoit « Oh, chez Virage, il manque 6 bacs à aller remplir, on a quelqu'un qui part d'ici avec le stock, va vous remplir ça, on met ça dans les tablettes, c'est réglé. » Préalablement, vous faites une analyse des besoins du client, parce que si je veux avoir un système automatisé comme ça, je viens vous voir, et là, ici, dans ta salle de montre, tu me proposes celui qui est le plus adapté à mes besoins. Oui. C'est de cette façon-là qu'on fonctionne? Oui, exact. Puis, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on va aussi pratiquement garantir une réduction des consommations de 25 minimalement, parce que l'humain étant humain, bien, on pige dans le stock parce qu'on a besoin, comme je disais tantôt, l'histoire de pas d'économiser, mais plutôt de faire attention, de ne pas jeter trop rapidement. Bien là, avec un système comme ça, tout
Tout d'un coup, j'en prenais 300 par année, mais là, j'en prends juste 200 finalement par année depuis que j'ai un système de gestion. Bien, plus que ça, Jonathan, il y en a qui ne savent même pas les quantités qu'ils consomment. Effectivement. Donc là, ça permet de se conscientiser aussi. Là. Mais de bâtir aussi une connaissance de notre entreprise, quand je travaille sur tel job, ça me coûte combien en consommable? Là, on ne le sait pas. Là, on a des outils qui peuvent nous aider à le trouver. Puis encore plus loin que ça, c'est qu'avec tous ces équipements-là, on est capable vraiment d'aller voir, est-ce que j'utilise le bon produit? Je donnais l'exemple, on jette quelque chose trop rapidement, un gant ou peu importe, bien, on peut aller scoper sur un produit puis dire, hey, pourquoi ce produit-là, j'en consomme autant? Mais est-ce que j'utilise le bon produit? Ou est-ce que j'utilise pas la bonne chose puis ça se consomme trop vite? Tu peux peut-être proposer autre chose, une alternative à ce produit-là. Exactement, fait qu'on est capable d'aller micro-manager les produits, mais en extractant le data de ce qu'on a, on est capable de voir, OK, là, c'est pas le bon produit, pourquoi? Puis on le remplace par le bon, tout simplement. Toujours avec l'aide de nos experts techniques chez Lemieux. Wow, superbe, parce que justement, on va en parler des experts techniques dans une prochaine chronique. C'est sûr qu'on va aller encore plus en profondeur aussi dans les produits que vous offrez. Jonathan Savard, adjoint aux opérations chez M. Lemieux, merci de passer à Virage. Merci beaucoup. Voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de Martin Danjou et Christian Lajeunesse et c'est le temps de parler du Salon de l'Autosport. Salut, messieurs! 54e édition. 54e édition. Martin, d'abord, salut Christian. Salut Martin. Messieurs, on va parler, je vais commencer avec Martin. Christian, si tu permets, parce que je veux que tu nous remettes en contexte Salon de l'Autosport, les dates, les activités et pourquoi la présence de Christian. Écoute, c'est pas compliqué, comme je le disais, 54e édition. Ça fait 54 ans qu'à chaque année, on revient avec la grande messe du sport automobile avec les muscle cars, voitures antiques. Vous le savez, les puristes à Salon Autosport, c'est ça. Mais on l'a fait évoluer depuis quelques années avec des zones d'animation parce que des passionnés de builder des voitures, les passionnés, bien, t'en as dans la moto, les VTT, les motoneiges, dans les trucks. Écoute, il y en a dans tout. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire des zones d'animation de tout ça. Fait que c'est pas compliqué. Du Weed Eater au Top Fuel, ça brûle du gaz, on l'a. Puis en plus, cette année, on a le volet électrique. On a une zone électrisante avec la gang de Next Drive, Napa, Autopro. Et ça, je suis vraiment content parce qu'ils ont embarqué à 2 pieds dans le projet. Parce que je voulais montrer aux gens qu'aussi, il y avait des passionnés dans l'électrique, autant qu'à gaz, puis qu'il y avait des performances avec ces véhicules-là. Parce qu'il n'y a pas juste des petits véhicules de courtoisie, là, tranquille. Là. Il y a des véhicules de performance, dont une Ferrari C90 qu'on va avoir hybride en exposition, une première ici à Québec. On va l'avoir au Salon Autosport. Et avec la gang de Next Drive, on a brainstormé là-dessus. On s'est dit, est-ce qu'on serait capable de faire vivre cette émotion-là aux gens, du fun de l'électrique? Bien, Tabarouette, la Ville de Québec, nous a dit oui. On va faire une piste d'accélération extérieure pour véhicules électriques. Donc, c'est le premier complexe sport électrisant présenté par Next Drive et DCF. Et les gens vont pouvoir essayer ça gratuitement toute la fin de semaine de 8h à midi, samedi et dimanche. Christian, tu es mécanicien, donc tu sais très bien que des performances avec des voitures électriques, un moteur électrique, ça délivre du couple de façon instantanée. Exact. Si les gens peuvent savoir ça. Ben oui. Mais toi, tu veux me parler de Next Drive parce que, en tant que mécanicien, c'est important, les ateliers, de s'impliquer avec la voiture électrique puis de rassurer les gens aussi que ça se répare de la voiture électrique. Oui, parce que de plus en plus dans nos garages, aujourd'hui, je mets mon chapeau de mécanicien garage parce qu'on a un atelier de restauration, mais aussi on a un garage mécanique de tous les jours, un garage Napa Autopro qui est certifié Next Drive. On est 65 ateliers Next Drive à travers le Canada qui est formé, qui a des techniciens sur place, les équipements pour entretenir les autos électriques. Parce que de plus en plus, dans nos garages, bien, les gens viennent avec les autos électriques. Ça a besoin de service, ça a besoin de freins, de suspension et même des problèmes électriques pointus. Au lieu d'attendre un rendez-vous des fois chez le concessionnaire qui est un peu plus long, un peu plus dispendieux même, bien, on est une alternative pour l'entretien, pour les problèmes sur ces véhicules-là. Avec Napa Autopro,
Mais demandez-le à votre atelier Napoto Pro. Des fois, il y a des ateliers Napoto Pro qui sont sur le point d'être certifiés. Qui ont déjà la formation. Qui sont sur le point d'être certifiés NexDrive, exactement. Et là, ça va être des formations en continu au fur et à mesure que la voiture électrique va s'améliorer, va changer au niveau des technologies. Vous allez être à la fine pointe. Puis ça va même jusqu'au remplacement de batterie, s'il faut. Remplacement de batterie, on a des fournisseurs comme DCF qui restaurent des batteries. Des fois, on n'est pas obligé de mettre une batterie neuve. On va mettre des batteries reconditionnées. On a tout plein de solutions dans nos ateliers. Là, pour faire sauver de l'argent aux gens. Ça, exactement, c'est le fun. Exactement. Puis là, bientôt, de la modification de voiture électrique, ça va-tu... Bien, j'ai commencé, on a un avant-gardiste avec nous autres, on a fait deux. Bien, on a fait 2 autos anciennes avec Léa Michaud, que vous avez vu dans nos émissions crinquées. Oui, il n'y a pas énormément de demandes encore pour ça, mais un jour, ça va en devenir. Mais à la base, présentement, il se modifie déjà des autos électriques. Si on peut arriver avec une Tesla, puis augmenter la capacité de la batterie, augmenter la performance du moteur dans différents modèles de véhicules. On est capable de faire ça aussi. C'est juste des reprogrammations souvent. Fait qu'on voit que l'avenir s'en va vers l'électrification et de faire vivre ça aux gens, ça va être le fun au salon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les puristes, l'électricité, non. Oui, mais on est capable justement de joindre l'utile à l'agréable. Puis je pense que c'est le fun. Venez faire un tour. Comme je vous disais, en plus, pour la famille, en terminant, 12 ans et moins, c'est gratuit, encore une fois. Grâce à Christian, grâce à plein de commanditaires, on est le seul salon à offrir les 12 ans et moins gratuits. C'est un show familial. Écoute, tout ce qui est extérieur, place Jean-Béliveau, le samedi, dimanche, on a des activités, camionnage, des motos. On va avoir un rassemblement de voitures exotiques dehors. Je vous le dis, on parle de 3000 inscriptions intérieures-extérieures. Gardez, on va en reparler encore la semaine prochaine. Soyez-y, madame, monsieur. Merci, Martin. Merci, Christian. Merci. Alors, voilà, on s'arrête et on se déplace chez Silverwax. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, Richard, aujourd'hui, on va y aller dans le pratico-pratique. Tu vas nous faire une théorie sur l'application du Nano X5 ou X1. Juste, ça peut être à peu près les mêmes. Juste nous rappeler, c'est quoi le produit? On l'applique quand puis comment? OK. Ce qu'il faut savoir à la base, souvent, les gens, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont peur de poser ça. Oui. C'est vraiment pas compliqué. C'est ça que je veux démystifier aujourd'hui en montrant comment l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis c'est un petit peu tout le monde qui est capable de poser ça. Quand on suit bien les étapes, l'ouvrage est parfait. Du nano, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un céramique coating. C'est comme une vitre. En réalité, c'est de la vitre liquide. Quand elle sèche, elle durcit. Et ça vient vraiment, vraiment dur. C'est plus dur qu'une cire, plus dur qu'un scellant. C'est ce qu'il y a de mieux comme protection. C'est la meilleure protection qu'on peut mettre sur un véhicule. Pourquoi on la met? Pourquoi on la choisit au lieu d'une cire, en forme de pâte? Et quand on l'applique sur le véhicule? OK. Premièrement, c'est compte tenu de sa dureté versus un scellant ou une cire qui est beaucoup plus mou, qui va donner quand même un bel éclat, qui va, tu sais, peu importe qu'on prenne une cire rapide ou qu'on prenne un effet Lotus chez nous, on va avoir exactement le même look. Par contre, c'est la durabilité. Quelqu'un qui dit, ben moi, je veux protéger mon véhicule au maximum parce que, je veux le garder longtemps ou je veux pas avoir à mettre une cire toutes les années. À ce moment-là, un céramique coating comme Nano X5, c'est l'idéal, mais c'est la meilleure protection. On l'applique sur un véhicule neuf? Idéalement, il faut que la surface soit parfaite. Si j'arrive et j'applique ça sur une voiture qui a 3-4 ans, puis qui a fait beaucoup de lave-auto, puis qui a plein d'égratignures, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne masque rien. Ça veut dire que quand on va l'appliquer... C'est une vitre, on voit à travers. On voit exactement. C'est qu'on va voir toutes les égratignures, on va toutes voir. C'est pas comme une cire qui va remplir des égratignures. C'est une vitre qu'on met, effectivement. Fait que ça se met sur une surface qui est parfaite. Ça veut dire que quand le véhicule est neuf, c'est le temps idéal. On peut mettre une couche, on peut mettre 2 couches, on va aller plus loin. Mais il faut que la surface soit parfaite. Si on met 2 couches, c'est pas 10 ans, là. Non. Ça reste 5 ans, mais c'est une meilleure protection. Ça va faire plus que 5 ans à ce moment-là. Ah oui? Oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que je recommande ça, l'idéal, dans le devant du véhicule, c'est de poser un pare-pierre parce que ça a une certaine
Limite de protection contre les limite de impacts. protection. L'impact, les roches, il n'y a rien qui va protéger les roches comme un pare-pierre. Je recommande dans le devant. Par contre, le restant du véhicule, moi, je mets toujours un céramique coating. C'est génial, c'est plus beau. Je trouve ça plus le fun. Tu peux en mettre sur ton pare-pierre? Exactement. Nos céramiques coating, comme X5 puis le Nano One, ils sont multisurfaces. Ce n'est pas toutes les céramiques coating qui sont comme ça. On peut en mettre sur la peinture, je peux en mettre sur le pare-pierre, je peux en mettre sur les plastiques, je peux en mettre sur les jantes, les lumières en avant, les lumières en arrière. La seule place qu'on n'en pose pas, c'est sur les vitres et sur les pneus. Donc, les moulures de plastique dans les cadres de porte qui finissent par blanchir, qui finissent par craquer. Et toutes les montants de porte. Ces gratignes, oui. Exactement. On peut les protéger. On peut même le mettre sur une peinture qui est mauve. C'est un multisurface. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça protège. Puis quand faut absolument mettre le céramique coating, par contre, après que le pare-pierre soit mis. Si vous mettez le céramique coating avant votre pare-pierre, ça ne collera pas. Ça protège tellement que ça ne marchera pas. Bon, maintenant, côté théorie, Richard, justement, si on a peur d'appliquer ça, tu nous montres comment le faire. Vraiment simple. La première étape à faire, c'est de bien laver le véhicule. Il faut qu'il soit complètement sec. Il ne faut pas qu'il y ait des coulisses d'eau qui coulent. La première étape à faire, c'est qu'on va prendre la microfibre, on va prendre le préparateur de surface. Lui, ce qu'il va faire en réalité, c'est qu'il va enlever tous les corps gras qu'il y a sur le véhicule. Puis le véhicule a été préalablement bien lavé. Exactement. Et je vais le frotter. Je le lave pas, il est propre. Je m'assure qu'il est parfait partout. Ça, c'est simple, efficace. C'est pas plus compliqué que ça. Je prends la microfibre. Je m'assure que c'est complètement sec. OK, ça, c'est quoi? C'est comme un alcool? Oui, c'est un produit à base d'alcool qui va, avec des petits agents à l'intérieur. Sèche presque instantanément. C'est ça, exactement. Ça va enlever toutes les marques de doigts. Ça va nettoyer à 100 Il sent bon, celui-là. C'est vraiment, vraiment agréable comme odeur, je dois dire. Celui que moi, quand je l'ai fait le mien, ça sentait pas tout à fait la même affaire. Je trouve qu'il sent bon, là, maintenant. Fait que ça, on fait ça partout. Si on veut en mettre sur les lumières, on en met sur les lumières. Si on veut faire les jantes, on en met sur les jantes. On fait ça à grandeur. Une microfibre, on l'imbibe, puis on est correct. Parfait. Une fois que c'est fait, c'est pratiquement sec, donc on n'a pas besoin d'attendre. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Il n'y a pas d'attente, ça s'évapore instantanément. La prochaine étape, on a dedans, ce que nous autres, on appelle, c'est une microfibre, mais c'est une microfibre en doudoune. C'est beaucoup plus absorbant, c'est plus doux. C'est ce qu'on met, nous autres, dans les Nano X5. Il y a un petit applicateur, il ne faut pas l'échapper à terre, c'est évident. Tout ce que j'ai à faire... J'en reviens pas comme une petite bouteille de même pour faire tout le véhicule. Avec une bouteille, j'ai fait toute ma voiture, puis j'ai fait les 4 jantes, moi. Mais il ne faut pas l'étirer. OK. Ça, c'est comme quand on peint sur un mur. Souvent, on voit les gens qui étirent jusqu'à temps faut qu'il pas y ait être plus rien sur le cheap, rouleau, puis à un moment, on se ramasse qu'on voit les coups de rouleau. On fait à peu près 2 pieds carrés et on rembarque après par-dessus. La première fois... Il ne faut pas le ménager. Non, puis on peut le croiser, fait qu'il n'y a aucun problème. On va le remplir un petit peu plus la première fois, juste pour être certain qu'il est bien imbibé. Fait que ça, c'est fait. Je remets mon petit bouchon. Mais ça ne donne rien d'en laisser dans la bouteille. On se dit une bouteille, une voiture. Oui, une bouteille, une voiture. Là, ce qui est important, c'est de bien l'appliquer. Là, on va avoir un petit peu plus de difficulté parce que c'est une voiture noire, mais on va le voir, il va venir comme bleu avec le temps. On va me rendre à peu près ici. Pas plus que ça, à peu près. Un petit peu, là, j'ai fait un petit peu plus que 2 pieds carrés. Je l'applique et je le fais dans les 2 sens. OK, il y a une raison particulière, les 2 sens? On veut s'assurer qu'il y en a partout. Et là, ça prend de la lumière, beaucoup de lumière. On pose pas ça avec une lumière de 100 watts dans un garage. OK. Ça marche pas. Faut qu'il fasse clair, comme on a le garage idéal. Vraiment. Là, je regarde, il en manque un petit peu dans le coin ici. Je le laisse aller et j'attends environ 1 minute. Pas 5 minutes, à peu près 1 minute. Et puis, ça peut être 1 minute et demie. Je le laisse se placer et il va changer de couleur. Il va venir comme bleuté, comme de l'essence. Okay. Il va commencer à s'évaporer. Et c'est là qu'il faut l'essuyer. Lui, il s'égalise automatiquement? Oui, lui, il va se niveler. Il y a des agents niveleurs dedans. Il va se placer. Puis parce que c'est des nanoparticules, le mot le dit. Ils vont toutes rentrer dans le vernis de la peinture ou le plastique ou peu importe, ça va aller se placer.
Fait qu'après à peu près 1 minute, on va le prendre et Ah tout. oui, je le vois bien. Ah oui, oui. On le voit qu'il commence à faire des couleurs, peut-être pas à la caméra, là, mais on le voit qu'on voit les coups que j'ai faits, tout simplement. Mais c'est de bien l'appliquer, comme je dis. Le secret, c'est de bien l'appliquer, bien l'essuyer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on essuie. Oui, Là, on a le temps. Là. Ça fait à peu près 1 minute. oui, On le exactement. Et honnêtement, regarde, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué. voit. Donc, le microfibre va enlever l'excédent. Oui. 1 microfibre, 2 microfibres pour Juste faire un, le... pour- Juste un pour faire Oui. le véhicule, Il y a- ça va être assez. Imagine la quantité de liquide là dans cette guenille-là. Oui, c'est ça, c'est Elle est rien. capable de le prendre. C'est pas- rien. Plus qu'il reste sur l'auto, ça fait que c'est rien. Oui, c'est ça, exact. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est ça. C'est de s'assurer que c'est bien essuyé. Je regarde encore la prochaine fois pour être certain que c'est correct. Oui, c'est beau. Puis une fois aux 5 ans. Fait que si quelqu'un Une qui fois. veut garder sa voiture 10 ans, on Oui. dit, bon, tu le fais après 5 ans, puis tout est correct. That's it. Puis quand les gens vont refaire une deuxième passe, en passant, je vais le faire puis je vais le démontrer aux gens, c'est que là j'ai coupé, j'ai de la misère à voir un petit peu parce que c'est une voiture noire. Il n'y a pas de crainte avec ça. Tout ce que je vais faire, je rembarque dessus. Ah, OK, donc tu es sûr de ne pas en oublier. Il ne faut pas nous oublier. Parce que si on oublie quand on va être rendu au soleil, c'est là Ça qu'on... va paraître un Ouais, peu. Oui, c'est là que Fait ça que va t'es paraître. mieux de repasser à la même place. Exactement. Je vais même le faire 2 fois dans le même sens pour être certain qu'il est bien posé, puis après, je vais le faire dans l'autre sens. C'est vraiment les 2 manières. C'est pour ça on dit aux gens, ça prend de la lumière. Si vous n'avez pas, ajoutez-en. Si vous avez assez de lumière, puis regardez, je l'embarque un petit peu sur le pare-pierre, c'est même pas grave, ça ne me stresse pas. Si des Tu peux fois... faire par pierre, tu pourrais faire tes moulures sur le côté-là également. Puis si des fois vous arrivez, vous accrochez, regardez, je le mets dans vite, là. Tout ce que vous avez à faire, là, On l'essuie. vous l'essuyez. Vous accrochez quelque chose que vous ne voulez pas protéger, prenez un microfibre et essuyez-les avec s'il est propre. Donc, c'est la protection ultime que tu peux mettre sur une carrosserie en ce moment. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur comme protection. Et tout ce qu'on a à faire après, on prend effet Lotus. À tous les 9-10 mois, on met une petite couche d'effet Lotus. Fait que ça garde l'effet perlant. Le céramique coating, il va rester pendant 5 ans. C'est l'effet perlant, tranquillement, qui va descendre. On pense qu'il est parti, mais il est toujours là. La protection, elle est là. On l'a vu, nous autres, en chimie. Fait qu'elle est là. Puis si on veut garder l'effet perlant, une petite couche d'effet Lotus à tous les 9 mois, puis c'est tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour. Afin de nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Jacques, on n'a pas beaucoup de temps. On va y aller immédiatement dans le vif du sujet. Buick Envista versus le fameux Trax, donc chez GM. On a 2 véhicules à peu près pareils, un peu plus luxueux. On choisit lequel? Bien, moi, j'aime beaucoup l'Invista pour le look du véhicule. Ouais, le Buick mais c'est est beau. 2 véhicules qui sont pareils C'est et parti. qui ont le même rendement. Alors, au niveau économie, au niveau rendement, au niveau du prix, je pense qu'on y va avec ça. Ouais. Moi aussi, j'aime bien la version Buick au niveau du style, mais c'est vraiment de votre choix. C'est deux véhicules identiques. Christian, il dit je veux un Ford Explorer 9. C'est rare, ça. Si t'es pas policier ou quoi que ce soit, t'en veux pas, me semble. Est-ce qu'il va changer bientôt? Oui, le Ford Explorer va changer complètement. Il veut le garder 5-6 ans. C'est un véhicule indestructible, ça. Absolument. Ford Explorer. Alors, oui, c'est en fin de vie. Si vous voulez passer pour un policier, ben, c'est une bonne façon de le Mais faire. c'est un véhicule spacieux. Ben oui, Un véhicule spacieux, confortable. puis qui n'était pas tuable. Là. Tu peux faire de la route en masse. Fait que, oui, mais il est en fin de vie, évidemment. C'est la preuve qu'il y a des policiers avec ça dans les villes ou n'importe quoi. Tu sais, ça roule quasiment 24 heures sur 24. Puis les moteurs sont bons. Ouais. Je cherche un véhicule usagé et j'aimerais avoir un Genesis G70 ou un Kia Stinger dans les années 2018. C'est proche 20 000 dollars. Ça va être autour de 120 à 130 000 km. Je pense que le Genesis va être un petit peu plus cher que ça. Mais pour le Stinger, je pense que ça peut jouer Ça me autour surprend à de 20 000 moi, c'est ça. Comme ça, moi, je pensais que c'était 25 000. 120, 130 000 km. Là. Il n'y en a pas. Ça ne s'est pas vendu. Ça ne s'est pas vendu, fait qu'ils sont rares en bataille sur le marché. Quel Curieux. véhicule, le fun, agréable.
J'espère que du côté de chez Genesis, on va poursuivre encore l'aventure avec Moi, ce j'imagine type de qu'éventuellement... C'est de valeur du côté de chez Kia que ça n'a pas... Ça n'a pas collé. Ça n'a pas levé, parce que c'est un véhicule vraiment le fun. Très, très bon véhicule. Bon, plus facile, Jacques. Kia V6 pour du long terme. Donc, on parle de 8 à 10 ans pour garder le véhicule. Puis, à quand une nouvelle batterie avec plus d'autonomie? Je pense qu'à 500, au-dessus de 500 quelques kilomètres, on est vraiment bien positionné du côté de chez Kia. Oui, c'est curieux que les gens disent aujourd'hui, je veux garder mes véhicules 10 ans. Antérieurement, on disait, les paiements sont finis, on change le véhicule tout de suite. Mais maintenant, on veut les garder justement 10 ans parce que ce sont des véhicules qui sont bien construits, qui sont bien protégés aussi, qui ne demandent pas tellement d'entretien, mais quand même, il faut surveiller ça. Parce que je voyais passer là, sur Facebook, il y a des gens qui font faire des entretiens différents concessionnaires au travers de la province, puis ils ont des prix bien différents pour le même exemple, 30 000 km ou 60 000 km. Ça diffère beaucoup. Alors, attention à ça, vérifier. Mais c'est un bon véhicule. Ouais. Ah oui, c'est très agréable. Véhicule. C'est vraiment toute une machine. Puis là, en 2025, il y a eu des petits ajustements, des petites modifications. Mais on garde la même batterie, on garde la même chose. Pour les prochaines générations de batteries, on parle de 2027-2028. Donc, dans ces années modèles-là, on devrait avoir une nouvelle génération de batterie, mais il ne faut pas s'attendre à du 1000 km. Si on nous dit 480 ou 500 quelques kilomètres comme le V6, attendez-vous à du 600. Donc, on va monter graduellement comme ça. Ici, il y avait 600. 600, 610, c'est probablement le pas qu'on va faire parce qu'on n'est pas capable de franchir ce fameux pas pour aller vers le... On ne peut pas doubler la densité de batterie. Donc, je pense qu'au niveau de l'autonomie, je m'attends à gagner un 100 km, ce qui va déjà être extraordinaire. Ça va être avec ce que les auto-essence font en général. T'sais. Quand tu vas au réservoir d'essence, souvent tu regardes de 375, 400 km, il faut que tu fasses le plein. L'électricité, c'est l'équivalent. On ne peut pas avoir des batteries de 200 kWh comme dans les Cadillac Escalade et les IQ, puis toutes ces affaires-là. Dans les Hummer, c'est bien trop gros, bien trop lourd. Mais avec la même batterie, même kilowattheure, on va être capable de gagner de l'autonomie très bientôt. Rapidement, je cherche un véhicule sport utilitaire de 50 000 $ et moins qui se compare au CR-V. Bien là, vous en avez un studio ici, CX-50, CX-5. Sportage de Kia, qui est un très bon choix. Vous allez aller là-dedans. On peut même aller dans le Sorento. Il y en a. Là. Il y a du stock, vous allez... S'ils veulent un hybride, celui-ci, c'est 48 000. Hybride, c'est le plus luxueux. Plus luxueux, hybride, moins de 50 000. Oui. Là, on parle d'un deal pas à peu près absolument. Ici. C'est le temps parce que ça achève le 12 mai. Mazda cesse de les importer des États-Unis. Moi, on va voir si les lois changent. Ça va tellement vite. Oui. Ça, on va essayer de vous garder au courant des stratégies des fabricants. Qu'est-ce qu'on va faire avec les fameux tarifs au cours des prochaines semaines? On attend un peu que tout se stabilise. Puis après ça, on va faire un bilan des stratégies des différents fabricants. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Merci. Pas agréable encore une fois Merci. Aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'est déjà tout le virage. On se voit la semaine prochaine, mardi soir à 21h30. Bonne nouvelle.